Et on va terminer ensemble, avant d'avoir le plaisir d'accueillir Geoffroy Roux de Bézieux dans quelques minutes sur cette scène. Nous avions parmi nous un témoin privilégié, une personnalité incontournable et à laquelle on a donné un exercice qui est très particulier. On lui a demandé d'écouter, de partager, de saisir tous les instants, de laisser infuser aussi tous ces instants depuis ce matin et surtout de nous en faire un compte rendu ce soir, mais avec son regard si particulier. La personnalité que vous accueillez ce soir, c'est Xavier Couture qui vient nous rejoindre. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tous. Hop, le micro va fonctionner dans un instant. Il va fonctionner, ça y est, il fonctionne. Bonsoir à tous. Merci Antoine Post de nous accompagner. Xavier, juste un mot, personnalité incontournable dans les médias, mais pas que. Un mot sur votre parcours et sur le plaisir que vous avez peut-être d'être là aujourd'hui à Lyon avant de partager ces réflexions. D'abord, pour moi, c'est un... Ça va fonctionner en 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour moi, c'est un moment un peu chargé d'émotions parce que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je l'ai côtoyé pendant toute ma carrière, mais l'intensité des propos qui ont été tenus par l'ensemble des intervenants, la puissance avec laquelle chacun et chacune trouve aujourd'hui une motivation particulière à être entrepreneur dans un monde qui est en pleine mutation, m'a vraiment, je dirais quasiment par instant bouleversé. C'était très impressionnant. Alors, aujourd'hui, d'abord, je vous dirai la vérité, après... prendre la parole seul sur scène, après Henri de Castres et avant Geoffroy Roux de Bézieux, j'ai l'impression d'être entre Marc Lavoine et Julien Clerc, un apprenti de The Voice. Donc je vais dire les choses avec un peu de modestie, un peu d'humilité en ce qui me concerne. Et Julien Clerc a hâte, hein, il est au premier rang. Et Julien Clerc est là, oui, vous allez bientôt la voir. Je ne vais pas d'ailleurs tenir la scène trop longtemps parce que je pense que vous êtes venus pour l'écouter. On vous écoute, Xavier. Alors, ce qui m'est apparu de manière... Il y avait un tel foisonnement que faire une synthèse, je vous avoue, c'est un exercice un peu difficile. J'ai pris beaucoup de notes et il m'apparaît que l'un des points qui a été le plus fort, le plus puissant, est un mot qui n'a pas été prononcé très souvent et qui pour autant transparaissait dans toutes les interventions, c'est le mot frontière. France is beautiful. France is beautiful, ça pose la problématique de la frontière. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'avec le monde qui nous est offert, qui est un monde, évidemment, où les réseaux, l'Internet, a pris une telle importance que l'idée même de la frontière a un peu volé en éclats, on voit bien que l'identité, qui je suis, d'où je parle, ce que je fais, est devenu un point essentiel. La frontière, ce n'est pas que la frontière géographique, mais c'est aussi la frontière géographique. Je suis frappé par le fait qu'on a beaucoup parlé d'identité en fonction d'une définition de ce qu'est l'autre et pas de ce que je suis moi-même. Si je ne suis pas l'autre, alors j'existe. C'est pas ça. La frontière, et vous l'avez tous répété, la frontière, elle passe par la définition de ce qu'est mon entreprise, de ce que je suis à l'intérieur de l'entreprise. J'aime beaucoup... la formule qu'a utilisée tout à l'heure David Layani, je ne sais pas s'il est encore avec nous, mais David a dit tout à l'heure, essayons d'avoir l'ambition de nos moyens. L'ambition de nos moyens, c'est effectivement se définir dans un monde en pleine mutation, qui est soumis à un tsunami lié à ces nouvelles technologies, et je reviendrai à ces quelques mots d'Henri de Castres ce matin, liés à ces nouveaux modèles qui nous sont offerts. Je dirais que ces frontières, elles doivent être réétablies, reprises en compte, non pas comme des éléments de protection, mais comme des zones d'échange. Et c'est vrai de la frontière entre les êtres vivants, évidemment, mais c'est vrai des entreprises et c'est vrai des nations. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer que, et on le voit bien, le débat entre est-ce que je suis progressiste, nationaliste, je ne sais quoi, pose cette problématique de la frontière comme étant, je dirais, le centre de la réflexion politique. Eh bien oui, la frontière, elle existe. Et le progrès, quel qu'il soit, passe par l'identité de ma contribution au progrès. Et vous avez tous, d'une manière ou d'une autre, porté ce discours qui est l'entreprise est un lieu avec ses frontières, avec sa logique, avec ses valeurs, avec l'ensemble des relations humaines et qui porte un discours, mais aussi une économie dans l'idée d'un partage avec les autres. Ce partage, il est commercial ou ce partage, il peut être purement moral ou intellectuel. Justement,
Et c'est là où je pense que Henri de Castries a dit des choses évidemment très très fortes, et je ne reviens pas sur les 4 éléments qu'il a mis sur le climat, la démographie, la technologie, les idéologies. Je dirais qu'il a dit une chose très forte, qui là aussi me renvoie à l'idée de frontières, c'est les frontières que nous maintenons au sein d'une société, lorsqu'il a parlé des 20% de classes d'âge qui arrivent à la fin du primaire sans savoir lire et sans savoir écrire. Je mettrais ça en regard d'une autre frontière, qui est la frontière de nos élites. Et il n'aime pas le mot, et je n'aime pas le mot non plus. Aujourd'hui, lorsque je suis un diplômé de l'ENA, grande école, mon frère l'a faite, donc il n'y a pas de rivalité fraternelle dans ce que je vais dire, mais lorsque je sors de l'ENA, quels sont, pour les premiers qui sortent de l'ENA, les corps sur lesquels j'ai envie d'aller? L'inspection des finances, le Conseil d'État, la Cour des comptes. 3 institutions très importantes dans l'État, j'en conviens, mais où les meilleurs élèves, on peut imaginer d'une grande école qui fait partie des meilleures écoles que nous avons en France, vont faire de la régulation et du contrôle. Donc c'est quand même incroyable qu'en France, on est motivé, lorsqu'on est un excellent élève, à faire de la régulation et du contrôle. On n'est pas motivé par l'entreprise. Je pense que ce changement-là, il est à mettre en regard de tous ces talents dont parlait Henri de Castries, qui sont ces talents qui malheureusement ne sont pas, je dirais, valorisés et mis en œuvre de manière suffisante. Je pense que si l'on essaye de revenir à cette idée de frontières, je crois que Henri de Castries a eu un mot très fort et qu'on a retrouvé dans les 2 tables rondes. Ce mot, son mot de conclusion, c'est « foncer ». Et dans le fond, lorsqu'on regardait l'ensemble des entrepreneurs qui ont pris la parole toute la journée sur cette salle, ceux avec lesquels j'ai discuté dans les différentes allées de cette assemblée aujourd'hui, eh bien, à chaque fois, il m'a semblé qu'il y avait cette idée d'aller à l'extérieur, de conquérir non pas de manière absurde, mais de conquérir avec cette idée de s'inscrire dans ce qu'est un monde qui est en totale mutation. Et le fait, et c'est vraiment là aussi ce qui m'est apparu de manière évidente tout au long de la journée, on ne sait rien quand on sort de ses études. Bien sûr, on sait des choses, mais le savoir est un savoir quotidien. Il faut apprendre dans nos écoles, il faut apprendre à apprendre. C'est fondamental parce qu'effectivement, ce monde en mutation ne peut être affronté que si, tous les jours, on continue d'apprendre. Et je dirais que Henri de Castries parlait de la Renaissance. C'est vrai, la Renaissance était très importante. Ça a été un moment de rupture avec l'apparition de l'imprimerie de Gutenberg. Le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde de data, un monde d'infini. Vous savez qu'il se produit tous les jours en 48 heures autant de data qu'il s'en est produit dans l'humanité entre la naissance de notre humanité et l'an 2000. Tous les 48 heures. Ce monde de data absolument vertigineux, il faut réussir à l'apprivoiser. Mais l'apprivoiser, c'est peut-être se poser la question de comment savoir. Et savoir, ça n'est pas comme Erasme ou Leibniz qui avaient l'ensemble des connaissances de leur temps. C'est peut-être apprendre comme les Français l'ont fait. Et c'est là où je dirais que France is beautiful. C'est peut-être en étant capable, et c'est ce que j'ai moi ressenti aujourd'hui, de mettre l'homme, de mettre l'individu au centre du dispositif, y compris du dispositif économique et des entreprises. Au XVIIIe siècle, il y avait aussi une masse, à cause de l'imprimerie, une masse d'informations qui était quasiment illimitée. Qu'a fait à ce moment-là la France? Ça, c'est la France, c'est de France qu'est parti ce mouvement. Ça a été le siècle des Lumières. On a inventé l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est un moyen d'accéder au savoir. C'est un moyen de dire on ne peut pas tout savoir, mais en revanche, on peut avoir accès à tous les savoirs. De la même manière, je crois qu'au travers de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a eu cette idée de coopération, de co-construction et d'accès. La capacité d'échange et de progrès en fonction d'une place essentielle qui est la place de l'homme. Oui, je pense que France is beautiful, absolument, et que la France a une part tout à fait particulière à assumer dans le rôle économique aujourd'hui mondial, et restons humbles, nous ne sommes que la France dans un pays, dans un monde qui est devenu ce qu'il est devenu, évidemment. N'empêche qu'à l'évidence, on voit au travers de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui qu'il y a une façon particulière d'envisager la relation de l'homme
à l'entreprise, de l'entreprise au pays, du pays au monde. Je pense que la France, effectivement, is beautiful. Merci.